Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Quand octobre se teinte de rose, c'est pour nous rappeler que le premier cancer, non seulement chez la femme, mais globalement en Algérie, c'est le cancer du sein avec plus de 15 000 nouveaux cas enregistrés cette année. Cette maladie occupe la première place au triste podium, avant le cancer colorectal et celui du poumon. Nous parlerons dans cette émission essentiellement de prévention, un maillon essentiel pour lutter contre cette maladie qui se propage à une vitesse inquiétante mais qui peut toutefois guérir si elle est détectée suffisamment tôt. Avec mes invités, on parlera justement de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement. On verra surtout comment vivre avec un cancer et comment le vaincre. Pour en parler justement, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Madame Gharbi Linda. Vous êtes une survivante, j'ai envie de dire. Vous avez vaincu un cancer il y a une vingtaine d'années. Vous êtes notre témoin ce soir. Merci d'être là, merci de venir. Bonjour et merci. Et merci de m'avoir invitée. Oui, j'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Amina Abdelouaheb. Vous êtes scénologue au CPMC, au Centre Pierre et Marie Curie. Bonsoir. Bonsoir Sarah et merci pour l'invitation, encore une fois. C'est moi qui vous remercie de venir sensibiliser ce soir. C'est très important de parler de prévention. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de Santé Mag, le docteur Abbas Mjdel. Vous êtes radiologue, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous trois de venir sur ce plateau pour parler de cette maladie. Je le disais en préambule, que Octobre Rose, c'est un mois dédié justement à la prévention de cette maladie, dédié à juste titre, parce que c'est une maladie qui tue et une maladie qui gagne du terrain. Madame Gharbi, je le disais également en préambule, vous vous êtes remise du cancer il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais très bien, je vais très bien. J'ai eu un cancer très jeune, à l'âge de 32 ans, et là depuis, je suis en vie depuis 25 ans. Oui. J'ai envie de dire, vous avez tenu à participer à cette émission. Pourquoi est-il aussi important pour vous de témoigner ce soir ? C'est très important de donner de l'espoir. Il faut savoir que le cancer tue, c'est vrai, mais tout ce qui est pris à temps est guérissable. Et je suis un exemple vivant, étant donné que mon cancer a été pris à temps. Donc, j'ai pu surmonter la maladie et là, je suis là. Oui. Docteur Abdelouaheb, 15 000 nouveaux cas enregistrés cette année. On a augmenté malheureusement l'incidence de 3 000 à peu près, parce que l'an dernier, on parlait de 12 000 nouveaux cas enregistrés. Vous allez me dire que ces chiffres restent quand même en deçà de la réalité des choses. Déjà l'année dernière, on parlait de 14 000, mais c'est vrai qu'entre 14 000 et 12 000, j'allais presque dire il n'y a pas de différence, puisque ce qui est important, c'est qu'on est en train de voir une augmentation, mais c'est une explosion mondiale, il n'y a pas que chez nous. Et justement, notre présence ici, on n'a pas la prétention de réduire le taux ou l'incidence du cancer, mais on veut au moins essayer de le détecter tôt. Donc c'est le but de notre intervention. Oui. Les chiffres vont continuer à augmenter malheureusement. Il y a une augmentation de 7,7% chaque année et on va arriver en 2025 à 18 000 nouveaux cas. Donc il faut s'attendre à tout ça. Sauf qu'on aimerait que ces 18 000 nouveaux cas soient des cancers dépistés plutôt que des cancers diagnostiqués, dépistés par radio. On va voir plus tard, de toute façon, qu'il est très exceptionnel de traiter un cancer dépisté, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'il y a une explication à cette explosion, à cette propagation ? Vous allez me dire que ça ne touche pas uniquement l'Algérie, mais c'est mondial, vous allez me dire. Bien sûr, donc il y a nos habitudes de vie qui ont changé. Et quand je dis nos habitudes, je parle du monde entier, et particulièrement les pays maghrébins. L'Algérie a vu cette explosion après beaucoup de changements, on va dire une occidentalisation de nos habitudes, donc de nos habitudes de vie. On ne mange plus la même chose, on ne s'habille plus de la même façon déjà. On est en train de copier les pays occidentaux et donc on va les copier dans tout, même dans les maladies. Donc il y a beaucoup plus d'hypertendus, il y a beaucoup plus de cardiopathes, il y a beaucoup plus de diabétiques et forcément beaucoup plus de maladies cancéreuses. Oui, justement, le cancer est la deuxième maladie, la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a une explication, docteur Mjdel, à cette explosion justement significative du nombre de cas enregistrés chaque année ?
Évidemment, comme ce que vient de dire Dr Abdelouheb, c'est effectivement le changement très très brutal et très très radical de notre mode de vie. Évidemment, la consommation, la surconsommation de sucre, la surconsommation de graisse, la sédentarité, la jeunesse qui s'adonne beaucoup plus à des activités autres que l'activité sportive. Alors le manque du travail de sensibilisation de l'importance de l'activité physique et du sport parmi les jeunes et parmi les moins jeunes de toutes les façons, et évidemment l'augmentation ou bien la généralisation des moyens diagnostiques qui sont devenus plus à la portée de la population. Alors, plus on dépiste, plus on va trouver des cancers, que ce soit chez la femme ou chez l'enfant, chez l'adulte en général. Et en résultante, on va trouver, comme vous venez de le dire justement, un nombre de cancéreux qui va augmenter d'année en année. Oui. Il y a un autre élément aussi qui est très important sur lequel j'aimerais revenir, notamment avec vous, Madame Gharbi. Vous avez été diagnostiquée jeune, parce qu'on parle aujourd'hui d'une moyenne... Quand on parle justement de dépistage, on parle d'une moyenne de 40 ans. Vous avez été détecté ou dépisté ou diagnostiqué plutôt, parce que ce n'était pas un cancer dépisté justement, diagnostiqué plutôt très jeune. Oui, j'ai été diagnostiquée très jeune. Il ne faut pas oublier que j'ai une maman qui est décédée d'un cancer du sein. Du coup, donc, en ce temps-là, je n'avais que 32 ans. Donc, à 32 ans, je n'avais pas été faire ma mammographie. Ce n'était pas nécessaire d'aller faire une mammographie, étant donné que j'étais jeune. J'attendais d'avoir mes 38 ans pour pouvoir faire ma première mammographie. Mais ce qui m'a un petit peu sauvée, je veux dire, c'est l'autopalpation. Voilà, parce que je me palpais. Et c'est à ce moment-là que je découvre, c'est à l'autopalpation que je découvre quelque chose qui n'est pas défini. Ce n'est pas une boule, mais quelque chose de pas normal, de pas normal sur mon sein. Et je consulte. J'ai été en ce temps-là au service Marie Curie Scénologie. J'étais au service Pierre et Marie Curie Scénologie. Il y avait le professeur Bendip en ce temps-là. Donc il me demande de faire une cytoponction. La ponction, elle revient en faveur d'un adénofibrome, ça veut dire qu'il n'y avait rien. J'aurais pu lire le résultat de ma cytoponction et me dire voilà, j'ai rien du tout, c'est bon, je vais cacher je vais cacher le résultat et ne plus revenir au CPMC. Mais je reviens vers mon médecin parce que c'est à lui de décider de la marche à suivre. Il me demande de refaire une autre cytoponction qui revient toujours en faveur d'un adénofibrome. À ce moment-là, il décide de faire une tumérectomie. Et c'est sur la table, c'est au moment de faire qu'on découvre qu'on a un cancer. On va y revenir, plus longuement. En fait, j'ai posé cette question pour vous faire réagir par rapport à l'âge, Dr Abdelouheb. Aujourd'hui aussi, il est clair qu'il y a de plus en plus de femmes jeunes qui sont diagnostiquées. Oui, en fait, il y en a toujours eu, sauf que, comme disait le docteur Mejdel, aujourd'hui, on les détecte plus parce qu'il y a plus de moyens, il y a l'information et tout. Et ces cancers jeunes qui touchent la femme jeune, souvent sont des cancers héréditaires. Souvent, il y a une histoire derrière, il y a une histoire familiale. La preuve en est là. Elle vous dit que finalement, elle n'est pas passée. En fait, elle n'a pas tenu compte de ce résultat négatif. Pourquoi? Parce qu'elle avait une maman qui avait été malade. Donc, on a été chercher plus loin. Et la vérité est tombée. Mais nous, on a enregistré quand même près de 12%, un peu plus que 12% de cancers qui surviennent avant 35 ans. Oui, bon. C'est important. C'est important. Oui, c'est important. C'est quand même un âge jeune. Et c'est important sur tous les plans. On va y revenir justement par rapport à l'âge du dépistage. Je vais vous inviter à présent à regarder un reportage qui a été tourné au niveau de l'association Al-Fajr, une association d'accompagnement des malades atteints de cancer. C'est un reportage signé Sabrina Khlifi. Regardez. À l'occasion de l'Octobre Rose, l'association organise plusieurs événements pour sensibiliser la population. Des chapiteaux seront installés chaque samedi au niveau du jardin d'essai d'Al-Hamma et chaque week-end au niveau des différents centres commerciaux d'Alger. En principe, nous avons à peu près dans l'ensemble une vingtaine d'associations, dont ceux qui sont au niveau du nord sont très très actifs, ceux qui sont un peu au niveau de la steppe un peu plus bas, moi, et puis ceux qui sont dans le sud, c'est le b.a.-ba de l'association, donc c'est pas évident. Alouette qui est au sud et que lui, bon, c'est l'un des anciens bureaux, il fait partie des premiers bureaux qui ont été installés.
Cette catégorie de population, souvent originaire de régions situées à l'intérieur du pays, n'a ni les moyens de faire face aux dépenses importantes de soins. C'est dans ce cadre que l'association intervient pour apporter son aide sur tout le territoire national. 2011. جيت un kyste قعدت suspect عطاتني la biopsie رحت l'hôpital Mustapha Delta لقيته هو. Après 2-3 mois, j'étais hospitalisée. Vous avez subi une ablation? Oui. نحيتها. Gauche. Depuis 2013 وانا معاهم l'association. عاونوني بالبزاف. عاونوني بالبزاف. L'association Al-Fajr est une association à but non lucratif qui a pour mission l'accompagnement et la prise en charge des personnes nécessiteuses aux moyens très limités et atteintes de cancer. Alors, on le disait hein, en gros, mais il faut revenir là-dessus hein, parce que c'est un point très important. Aujourd'hui, on disait que le cancer du sein touche tous les pays du monde, c'est-à-dire cette explosion ou cette augmentation significative n'est pas propre à l'Algérie. Seulement, chez nous, peut-être ce qui est un peu dérangeant ou ce qui est un peu dommage, c'est que le taux de mortalité est aussi important, docteur Mjdel. Oui. On est à peu près à 50% hein, de mortalité. Très bonne question, parce que si on compare le taux de mortalité par cancer du sein en Algérie avec les d'autres pays, occidentaux, mais en tous les cas, les pays occidentaux plus développés, alors on va trouver que le taux est particulièrement élevé. Alors ceci rappelle ou nous fait rappeler plusieurs biais. Alors premièrement, le retard diagnostique. Très peu, mais vraiment très peu de patientes sont diagnostiquées au stade de carcinome in situ. En parallèle, très peu de patientes subissent des tumorectomies, versus des mastectomies, chimiothérapie, radiothérapie, c'est-à-dire un traitement lourd d'un carcinome infiltrant. Le retard diagnostique, le manque de sensibilisation auprès des femmes et de la grande population de l'intérêt de dépistage à partir d'un certain âge. Troisièmement, ces cas familiaux sur lesquels on ne met pas trop le paquet en termes de sensibilisation et de prise de conscience pour dire à une petite famille, il y a la maman, la fille, la tante qui sont atteintes, il faut aller se faire dépister parce que le risque est plus important. Mais aussi, il y a un autre phénomène duquel on avait parlé une fois à Sarah, c'est justement l'interférence avec de certains guérisseurs maintenant qui se proclament de thérapeutes qui prennent en charge des patients cancéreux, des cancers du sein, des cancers du côlon, etc. J'ai au souvenir une patiente qui a 26 ans que j'ai reçue au stade de énorme tumeur mammaire avec métastase hépatique, pulmonaire, osseuse, avec une espérance de vie de quelques mois. Et quand j'ai essayé de comprendre, c'est une patiente qui était prise en charge par un guérisseur. Alors, tout cela fait que la prise en charge du cancer du sein n'est pas aussi adéquate qu'on le voudrait, de telle façon à ce que le taux de mortalité soit plus bas qu'on le voudrait. Oui. Docteur Abdelwahab, justement sur ce taux de mortalité, alors le docteur Mjdel a parlé un peu de la sensibilisation, du manque peut-être de conscience de certaines personnes parce qu'elles ne s'adressent pas forcément aux bonnes personnes. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a un problème d'accès aux soins également ? Alors pour rebondir un peu sur ce que disait mon collègue, quand on parle du nombre de décès ou là du taux de l'incidence de décès par rapport au cancer du sein, c'est justement ça l'objectif. Le dépistage, c'est pour diminuer. Je vous ai dit, on ne peut pas agir sur la prévention. sur cette explosion, mais on peut toujours agir sur le taux de décès. Alors vous me parlez d'accès aux soins. On n'est pas en train de parler de soins, on est en train de parler de prévention. Oui, mais pour expliquer peut-être... Non, je suis d'accord avec vous. Alors la prévention, ce n'est pas quelque chose d'urgent. Donc j'ai 40 ans, je me présente chez un radiologue, ou d'abord, le radiologue a toujours besoin d'une prescription. Parce que la patiente, enfin la femme doit passer chez un médecin, soit un généraliste, soit un gynéco, enfin, qui va... si vous voulez, qui va aller explorer un peu tous ses antécédents, à savoir les antécédents familiaux. Donc c'est lui qui va indiquer tel ou tel examen. Si c'est une jeune patiente qui a des antécédents familiaux, il va probablement indiquer une IRM. Donc il envoie chez le radiologue qui fera le nécessaire. Et
Mais vous me dites l'accès aux soins. Quand on parle d'hôpital, quand on parle du CPMC, par exemple, je prends comme exemple le CPMC parce que c'est là que, j'allais presque dire, j'ai vécu. J'ai vécu pratiquement 28 ans. C'est un centre de soins. Ce ne sont pas des centres de dépistage. Donc, nous ne sommes pas au stade d'avoir des structures dédiées au dépistage. Donc, il faut dire que les structures privées nous aident énormément, même si c'est payant. Et donc, il y a certaines femmes qui peuvent accéder à ces structures. Il y en a d'autres qui ne peuvent malheureusement pas. Oui, absolument. Et voilà, nos interventions, pardon Sarah, c'est justement pour promouvoir Oui, c'est la thématique de l'émission, Dr Abdouheb. En tout cas, on va revenir globalement sur la prévention. Mais c'était pour expliquer aux gens qui nous regardent ce soir, justement, ce taux de mortalité qui est choquant, qui est juste effarant, 50%. On perd 50% des femmes qui sont atteintes de cancer. Donc, à un moment donné, il faudrait bien donner une explication. Il y a effectivement un échec de la prévention, mais en parallèle aussi, il y a peut-être un retard à la consultation. Il y a un grand échec. Vous savez, en Algérie, on a trois cancers qui tuent le plus. Les 3 cancers sont des cancers dépistables. Dr Abdouheb, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr. Madame Gherbi, vous avez été doublement affectée par le cancer du sein. Vous avez perdu votre maman, vous le disiez tout à l'heure. Et par la suite, vous aussi, vous avez été atteinte par cette maladie terrible. Vous avez perdu votre maman à 22 ans, vous avez eu votre cancer à 32 ans. Est-ce que vous saviez quelque part que vous étiez exposée à un cancer ? Bien évidemment. Oui. Bien évidemment. C'est parce que vous étiez jeune que je vous pose cette question. On le sait, oui. J'étais jeune, mais on en a parlé longuement déjà pendant toute la maladie de ma mère. Mais je savais, et puis je savais qu'il fallait faire attention. Qu'il fallait se faire dépister, Mais je n'étais pas en âge de me faire dépister. Voilà. Mais je ne sais pas si je le faisais consciemment, mais je me palpais. Pas spécialement une fois tous les mois, ça peut être 2 fois par mois, mais je n'arrêtais pas de me palper, c'était inconsciemment. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça. Mais c'est après, en ayant mon cancer, là, toute ma famille a commencé à se faire dépister tout de même assez tôt. Mes sœurs, par la suite, nos enfants. Donc le dépistage se fait vraiment très très tôt. Vous voulez réagir, Dr. Oui, je voulais réagir par rapport, parce que là, si cette patiente est en train, et c'est devenu aussi une amie, parce que moi, toutes mes patientes, finalement, on se rapproche, parce que c'est une maladie, c'est devenu une maladie chronique. Donc on finit par être tout le temps ensemble, tout le temps en contact. Donc j'ai une patiente, en fait c'était une famille que je suivais depuis des années au CPMC, depuis pratiquement 1995. Et cette patiente qui avait son papa qui avait fait un néo du sein, et pas que son papa, ses tantes et tout. Et elle me disait tout le temps, en fait, le papa un jour m'a appelé, il m'a dit, ma fille a touché quelque chose au niveau de son sein, je vous la ramène. Et quand il l'a ramenée, effectivement, et elle avait 32 ans, comme Linda. Et quand elle est arrivée, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je l'attendais, mais je ne pensais pas qu'il allait arriver aussitôt. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Lorsqu'il y a une histoire héréditaire, lorsqu'il y a une histoire génétique, il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'anticipation. C'est-à-dire que si la maman l'a fait à 40 ans, eh ben la fille peut le faire à 35 ans. Donc il y a une loi qui fait que à peu près 5 ans auparavant, les descendants doivent faire leur dépistage. Donc sa maman l'a fait, je pense, à 48 ans. C'est arrivé beaucoup plus tôt que la moyenne en réalité. Mais justement, c'est peut-être l'occasion de rappeler que lorsqu'on a un facteur, un facteur génétique ou un profil familial, il faudrait penser à faire son diagnostic ou son dépistage plus tôt que la moyenne. Voilà. Alors le facteur génétique est un facteur qui est impliqué dans le cancer du sein à hauteur de 10 à 15% à peu près. Quels sont les autres facteurs, Dr Michdel? Quels sont les autres facteurs de risque? Alors, mis à part les facteurs desquels nous avons parlé tout à l'heure, l'occidentalisation un petit peu de la vie, il y a l'âge de plus de 40 ans en réalité. Qui est un peu remis en question depuis tout à l'heure. Le fait d'être une femme. Le fait d'être une femme. Les hommes aussi peuvent être touchés par cette maladie. Oui, 1%, c'est rare, voilà. 1% mais bon.
Il faut le dire quand même. Effectivement. Parce que beaucoup de personnes l'ignorent. Hein. Oui. Alors la prise des oestrogènes, les oestrogènes, c'est une hormone qui est produite par le corps de la femme, mais la pilule œstrogénique en elle-même est une pilule qui expose au risque de cancer, particulièrement de l'ovaire et du sein. Alors la prise des inducteurs de l'ovulation. Voilà. Les inducteurs de l'ovulation, on dit que la prise d'inducteurs de l'ovulation à un certain moment de la vie de la femme multiplie fois 2, voire fois 3, le risque d'attraper, de développer un cancer du sein. Alors le mariage tardif, le manque d'allaitement maternel, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que dans la stratégie de lutte contre le cancer du sein, il faut revenir aux origines de la maladie pour encourager de nouveau les femmes à allaiter leurs enfants le plus longtemps possible parce que l'allaitement maternel protège le sein contre le développement du cancer. C'est une tradition ou bien c'est une habitude qui est de plus en plus abandonnée malheureusement par les femmes parce qu'elles n'ont pas beaucoup de temps, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont fatiguées. Parce qu'il n'y a pas assez de sensibilisation aussi. Absolument, parce qu'il n'y a pas assez de sensibilisation. Après, bref, chaque femme est un cas à part, mais c'est une petite occasion, c'est une occasion aussi pour rappeler l'importance de l'allaitement maternel. En gros, c'est ça le plus grand facteur de risque du cancer du sein. Oui, le stress, docteur Il en a oublié un qui est très important parce qu'il est radiologue, il n'en a pas parlé. Hein. Oui. Et les rayons. C'est lequel? Docteur Michel. Bon, il y a, bien sûr, il peut en parler parce qu'il est plus apte, je pense, à parler des rayons quand c'est pour ça qu'on parle de prescription médicale. On ne va pas faire une mammographie quand nous semble. En fait, les radiations ionisantes sont effectivement à l'origine de tous les cancers. Oui. Mais on considère que c'est une petite catégorie de cancers qui est directement liée aux radiations ionisantes. Effectivement, aujourd'hui, on fait très attention à la fréquence avec laquelle on fait subir aux patients des examens radiologiques. En parallèle, il y a des cancers qui sont radio-induits, qui rentrent plutôt dans le cadre des traitements par radiothérapie, mais plus que... Voilà, les cancers radio-induits tels que les hémopathies, la maladie d'Hodgkin, parce qu'on irradie justement cette zone au niveau des seins. Et souvent, c'est des cancers qui sont bilatéraux. C'est vrai que c'est une petite partie, mais on la cite quand même parmi les facteurs. Le stress, docteur Abdouheb, est-ce qu'on incrimine aujourd'hui le stress dans les cancers? Vous savez, on avait incriminé, enfin on incrimine toujours un peu le stress, mais nous on avait vu ça lors des années de la décennie noire, où nous recevions des femmes qui nous parlaient j'allais dire, de chagrin, de douleur après la perte d'un proche. Et donc, elle nous disait, c'est le stress qui m'a rendu malade. Donc, le compta, parce que mettre l'idée, parce que mettre l'âge, je fais mettre d'amis. Donc, elle nous rapportait beaucoup ce genre de choses. Mais il y a des études qui se sont faites, je pense, une étude japonaise qui avait rapporté comme ça des résultats assez significatifs, mais on ne sait pas comment le quantifier. On ne sait pas comment quantifier le stress comme un facteur de risque, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des facteurs qui sont bien déterminés par la haute autorité sanitaire. Et le stress ne fait pas partie de ces facteurs, je veux dire, c'est pas un facteur... vraiment reconnu. Oui, voilà. Oui, mais le stress, peut-être... beaucoup de maladies. Voilà, il est incriminé dans beaucoup de maladies. Et puis j'en parle aussi parce que les enquêtes qui ont été faites justement sur les cancers indiquent généralement que ce sont les femmes qui habitent en ville qui ont le plus de cancers. Donc peut-être que là, ça peut expliquer aussi quelque part l'implication du stress. On pourrait parler aussi de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Quand on habite en ville, ça veut dire qu'on prend la voiture tout le temps, donc il y a une sédentarité, il y a le facteur obésité qui est là, alors que quand on est à la campagne, on marche, on va chercher l'eau du puits. Aussi, certainement. Voilà. Oui, aussi. Madame Arbi, vous avez consulté à quel moment? Qu'est-ce qui vous a alerté? Pourquoi vous êtes partie consulter? J'ai été consultée étant donné que j'avais touché quelque chose d'anormal au niveau de mon sein. Donc c'est ça qui m'a alertée. Et sachant que ma mère est décédée d'un cancer et puis je vois quelque chose d'anormal au niveau de mon sein, la première des choses qu'on fait, c'est d'aller consulter. Même si on a peur, mais on sait qu'on n'a pas une autre porte de sortie. Tout ce qui peut
pour pouvoir mettre un nom sur ce que j'ai, ce qui est cette chose qui est anormale en moi, il fallait consulter. Oui. C'était juste l'aspect de la peau qui avait changé chez vous, parce qu'il n'y avait pas d'autres symptômes. Hein. C'était l'aspect de la peau seulement. C'était seulement l'aspect de la peau qui m'avait alertée. Et il ne faut pas oublier que j'ai en moi des vieux souvenirs. Donc une mère qui est décédée d'un cancer, et cet aspect-là est au niveau de mon sein. Oui. Donc ces mauvais souvenirs reviennent, d'où ma peur, et le fait d'aller consulter. Oui. Voilà. Alors on dit, en tout cas généralement, qu'un cancer est asymptomatique. Hein. Dès lors qu'on a des symptômes, c'est que c'est déjà à un stade avancé, docteur. Absolument, absolument. À partir du moment où la femme commence à avoir des anomalies au sein de la peau, une rougeur, une petite ulcération, un écoulement mamelonnaire généralement hémorragique, du sang qui coule, ou bien carrément une déformation des contours du sein, alors à ce moment-là, ça veut dire que la tumeur a vraiment pris du volume. Et c'est déjà un stade qui est clinique, et qui est non seulement clinique, mais il est détectable par la patiente elle-même, et on souhaiterait qu'on n'arrive plus à avoir des patientes à ces stades-là, au stade de rétraction mamelonnaire, d'érosion, ou bien de mastite carcinomateuse, où on voudrait justement, le dépistage voudrait faire éviter à l'ensemble de la population l'apparition de cas de ce genre-là, parce que à ce stade-là, nous savons que nous sommes déjà au stade de carcinome infiltrant. Nous ne savons pas est-ce qu'il va y avoir des métastases ou non. Nous ne savons pas est-ce qu'on va avoir la chance de traiter la patiente de façon curative. Et donc, d'où justement tout l'intérêt de l'autopalpation, de l'examen, l'auto-examen de la patiente elle-même. Et ensuite, à partir d'un certain âge, de la mammographie couplée à l'échographie. Oui, la douleur peut être aussi un symptôme, parce qu'on a tendance à dire que quand ça fait mal, c'est pas un cancer. Alors, paradoxalement, le cancer ne donne pas de douleur. Sauf dans les cas où la tumeur est énorme et qu'elle envahit un petit peu les structures à côté, les paquets vasculo-nerveux qu'il y a entre les côtes. Là, les douleurs commencent à se déclencher. Mais une tumeur du sein, classiquement, qui est connue, ne donne pas mal. Alors, les lésions qui donnent des douleurs sont généralement les mastites, ou sinon d'autres lésions comme ça qui ne sont pas cancéreuses. Oui. Alors, un cancer, on l'a dit d'ailleurs avec Madame Gharbi, un cancer n'a pas de symptômes, docteur Abdelouheb, d'où l'importance justement du dépistage précoce. Oui, quand il est au stade cellulaire, non au stade tumoral, quand c'est la petite cellule qui est dans... Vous savez, imaginez un canal ou un couloir dans lequel il y a quelque chose qui se met à grossir. Alors, si on ne la détecte pas tôt avec la mammographie, parce que ça va rester une image, c'est pas quelque chose qu'on touche. Le canal est très fin. Donc, il y a une cellule qui commence à se multiplier. Et si on ne va pas, c'est-à-dire la voir avec une mammographie à partir de 40 ans, elle va continuer à grossir. Et donc, on ne va pas traiter. Et c'est une fois qu'elle grossit qu'elle va sortir du canal. Et lorsqu'elle sort du canal, elle va envahir le sein. Et si elle envahit le sein, il vous parlait de métastase. Elle va aller plus loin. Et donc, l'idéal, bien sûr, c'est cette mammographie qui permet de la détecter quand elle est au stade d'image, quand elle est asymptomatique. Parce que le symptôme, c'est quoi? C'est soit la douleur, mais c'est très rare de découvrir un cancer suite à une douleur. C'est souvent une infection, une inflammation. C'est une boule. En général, c'est la boule qui ramène la femme à une masse qui ramène. Et quand les femmes arrivent et que la masse fait 1 cm, ça veut dire que ça fait déjà 8 à 10 ans que la petite cellule a commencé à se multiplier. Voilà, c'est pour ça qu'on va toujours le chercher quelques années plus tôt. Avant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens? Alors, on parle beaucoup de dépistage. Chaque mois d'octobre, on en parle, on encourage les femmes à aller se faire dépister. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de dépister nos malades? Les moyens, vous parlez de moyens... vous parlez de moyens... Je parle de mammographe. Ah oui, je pense que là, il va vous répondre. Pas uniquement au privé, parce que les imageurs, les radiologues spécialisés en mammographie, aujourd'hui, ils sont nombreux. C'est vrai qu'il y en a qui sont accès à d'autres organes. Donc, dans nos hôpitaux, déjà.
Dans les hôpitaux, dans les centres publics. Hein. Oui, dans les centres publics, malheureusement, ils ne sont pas dédiés au dépistage. Ils sont dédiés à des personnes qui viennent avec quelque chose. Donc, c'est des centres de soins. La femme a ressenti quelque chose, donc elle arrive avec... Ce n'est pas pour le dépistage, c'est pour le diagnostic précoce. J'ai touché une boule dans mon sein, je me précipite à l'hôpital, j'ai un rendez-vous. Mais si je n'ai rien, vous savez, l'hôpital refuse. Si je n'ai rien et que je viens pour un examen de dépistage... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on peut le faire exceptionnellement chaque mois d'octobre, par exemple. Faire des campagnes de dépistage, un dépistage massif. Oui, là, on rentre dans un domaine qui me dépasse parce que je ne peux pas dicter... Vous êtes sur le terrain, docteur Abdouhab, qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis en tant que Oui, non, mon avis, c'est qu'on pourrait avoir des centres carrément dédiés au dépistage et que les femmes puissent... Vous savez, on n'a qu'à copier ce qui se passe en Europe. Absolument. La bombe nucléaire. C'est quelque chose qui se fait. Les femmes sont invitées, on ne va pas dire sont convoquées, sont invitées tous les 2 ans pour faire à partir de... En Europe, c'est à partir de 50 ans, à faire une mammographie, et la mammographie est prise en charge. Dans des centres, bien, il y a des conventions avec des radiologues. Ce qu'on pourrait faire chez nous, justement, on pourrait copier ça. Je vais faire une convention avec Monsieur Mejdel pour prendre en charge tant de... D'ailleurs, c'est des secteurs. Donc, les gens, ils les envoient vers le secteur. Aujourd'hui, il y a des particuliers, vous en parliez tout à l'heure avant de cette émission, il y a des particuliers qui le font, qui financent justement des opérations de dépistage comme ça pour plusieurs personnes. C'est justement la bonne nouvelle de cette année. D'année en année, on voit les entreprises, justement, entreprendre des actions, des actions de sponsoring. Et donc, ils font ça. Il y a des entreprises qui font ça pour leurs employés. Et il y a des donateurs et des sponsors qui peuvent aussi payer ça. Je viens d'assister, j'ai pas le droit de citer le nom, à une grande opération. Dites-nous le nombre de personnes qui peuvent être dépistées grâce à cette opération. À peu près 1000 mammographies sont prises en charge. Donc, nous avons examiné près de 400 déjà femmes. Certaines avaient des petits symptômes, on ne sait pas si c'est des cancers, mais elles vont avoir la chance d'avoir une mammographie gratuite. Et on n'a pas parlé des choses... C'est bien de le dire, c'est pour encourager justement les industriels à s'impliquer, absolument, à s'impliquer dans ce genre d'opération et à permettre à un plus grand nombre de femmes, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de faire une mammographie au privé. Alors, Madame Gharbi, le dépistage nous emmène forcément à parler de diagnostic. Vous vous rappelez du moment de l'annonce? C'est un moment de solitude, le moment où on vous a dit que vous aviez un cancer. C'est un moment qui est très douloureux. Il ne faut pas se voiler la face. On a peur. Et le mot cancer équivaut à la mort. Mais après, on a 2 solutions. Ou on se bat, on écoute son médecin, ou on se résigne et on reste à sa place. Donc c'est pour ça, je voudrais rebondir sur ce que a dit le docteur Abdouhab et docteur Oujden. Oui. C'est ça. Les femmes ont très peur du cancer du sein. Même quand elles découvrent quelque chose, elles ne vont pas consulter. Absolument. Nous sommes en octobre rose. Beaucoup de femmes ne viendront pas. Pourquoi? C'est la peur au ventre. On a peur du cancer. On sait qu'on a quelque chose, mais on ne viendra pas. On va se voiler la face. Et ça, on le voit très souvent. Donc, quand elles vont venir, elles viendront à un stade avancé. Peut-être qu'il faudrait rappeler justement l'importance du diagnostic précoce, docteur Mejdel. Il est important de consulter lorsqu'on a... Si on ne se fait pas dépister, il est important de consulter lorsqu'on a des symptômes, parce qu'il y a des femmes aussi, justement, qui sont un peu dans le déni. Évidemment, oui. Ça augmente, bien sûr, les chances de survie. Oui, du dépistage. Le dépistage, justement, c'est par principe, c'est une patiente qui n'a absolument aucun symptôme et qui va venir, elle va subir un examen radiologique, une mammographie. Une mammographie avec une échographie, et les lésions qui sont retrouvées vont être analysées par un radiologue et décider de la prise en charge par la suite. Pour les patientes qui ont des symptômes, c'est tout autre chose. C'est justement pour caractériser ce qu'elles ont. L'intérêt, évidemment, qu'une patiente qui a été diagnostiquée à un stade in situ a toutes ses chances d'être définitivement guérie. Une patiente qui a été diagnostiquée à une tumeur qui fait moins de 2 cm et qui n'a pas de métastase va subir un traitement qui est dit curatif et qui a toutes ses chances de mener une vie assez normale sur le long terme, il faut le dire. Avec des contrôles réguliers, même s'il y a des petites récidives, elles peuvent être prises en charge. Aujourd'hui, nous sommes plus agressifs en termes de prise en charge du cancer. Avant, quand il y avait une seule métastase, on se dit stop. Aujourd'hui, non.
Même s'il y a une métastase au niveau du foie, on va aller l'enlever, on va faire une chimiothérapie et on va... Nous savons que ce geste-là va augmenter l'espérance de vie de la patiente. Donc oui, le dépistage va permettre une meilleure prise en charge de la patiente, éventuellement une tumorectomie, donc une préservation du sein, ce qui est très très important pour une femme, et un geste de reconstruction ultérieur qui va lui permettre d'oublier pratiquement sur le plan physique le traumatisme chirurgical et d'augmenter significativement l'espérance de vie à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. J'ouvre une petite parenthèse par rapport à la question que vous avez posée, Sarah. Par rapport à l'annonce ? Par rapport au dépistage. Dépistage, d'accord. J'ai envie de dire que Alger n'est pas l'Algérie. Oran n'est pas l'Algérie, les grandes villes ne sont pas l'Algérie. L'Algérie, c'est un territoire très très grand. Il y a des régions où on n'entend plus pas du tout parler du dépistage. Alors, le dépistage doit rentrer dans une stratégie nationale qui doit être bien codifiée, que ce soit auprès des structures publiques. Aujourd'hui, nous savons que les structures publiques ne peuvent pas, avec les moyens dont elles disposent, qu'ils soient matériels ou humains, assurer un travail de dépistage tout au long de l'année, nous le savons tous. Après, le dépistage avec les structures privées, nous le faisons. Il faut dire, entre parenthèses, juste pour informer peut-être, ou pour que le plan cancer prévoyait justement, grâce au fonds cancer qui a été abandonné, qui a été restitué par le Trésor public, prévoyait l'achat de mammographes. Le fonds cancer, en grande partie, était destiné à l'achat de mammographes, chose qui n'a pas été faite, malheureusement. En fait, ça ne suffit pas, parce que acheter des mammographes et des échographes, il faut des radiologues derrière, il faut des techniciens derrière. Les structures privées font beaucoup de travail de dépistage, mais ce travail de dépistage coûte de l'argent aux patients. C'est pour ça que... Tout le monde ne peut pas se permettre, Absolument. Il faut rappeler que la sécurité sociale doit impérativement s'impliquer dans ce travail-là, d'organiser les choses tout autour d'un travail de dépistage qui implique et les structures publiques et les structures privées, créer des connexions entre les services une coordination, de diagnostic, tout simplement, entre et les de deux prise en secteurs, charge, de telle façon à ce que les patientes peuvent faire leur dépistage, ne soient pas pénalisées d'un point de vue financier et qu'on puisse donner un sens à ce travail de dépistage sur le plan de la population. Oui. J'aimerais aussi vous faire revenir brièvement sur la question de... Parce que ça, c'est un moment très important dans la maladie, l'annonce de la maladie. Comment on fait ça aujourd'hui ? Vous êtes radiologue. Ça vous arrive d'annoncer ce genre d'informations? Absolument, tout le temps, souvent, oui, souvent. Comment ça se passe généralement? Alors, il faut avoir de la psychologie, de la pédagogie pour annoncer le diagnostic d'une tumeur maligne à une patiente. Alors, il faut être déjà convaincu qu'un cancer, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le synonyme de la mort. Alors, la meilleure, à mon avis, et c'est ce que j'essaie de faire dans ma pratique quotidienne, c'est passer du moment de l'annonce, de dire que « Madame, vous avez un cancer », au moment d'annoncer les ressources thérapeutiques qui vont aider cette patiente à se débarrasser de ce problème, ouvrir une fenêtre d'espoir et dire que voilà, oui, vous avez une tumeur, mais vous allez être opéré, vous allez faire de la chimiothérapie et vous allez être pratiquement guéri, vous allez vivre le plus normalement. Le plus important n'est pas, la peur ne doit pas être celle de l'examen radiologique et de la consultation, c'est plutôt la peur de la maladie. Alors, à partir du moment où il y a un problème de santé X, on doit savoir l'annoncer de façon pédagogique et toujours laisser une fenêtre d'espoir à la patiente, l'espoir qui n'est autre que la prise en charge qu'il va avoir en aval du dépistage, c'est-à-dire la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, etc. Souvent, malheureusement, docteur Joujdel, ça ne se passe pas comme ça. Hein, vous allez me dire, Madame Rerbi, le moment de l'annonce, souvent est un moment de solitude. Hein, vous m'en parliez. Pour vous, ça ne s'est pas passé comme ça, ça n'a pas été un moment d'espoir. Non, pas du tout, pas du tout. Pour moi, l'annonce a été vraiment dévastatrice sur le moment. Hein. Sur le moment. Mais je veux dire que j'ai été vraiment soutenue. J'ai été vraiment soutenue par le corps médical et par la famille. Par la famille. En ce temps-là, j'aurais aimé, trouver une assistance plutôt psychologique au niveau de l'hôpital, chose qu'on ne trouve pas.
chose qu'on ne trouve pas. Mais après, le fait d'avoir ce soutien familial... C'est en train de se faire aujourd'hui, en fait, l'oncopsychologie, mais non, ça reste timide depuis des années. Voilà. Mais ça reste timide. Mais nos patientes ne sont pas. C'est aujourd'hui, j'allais dire, ça fait à peu près 2-3 ans que les patientes réclament cette accompagnement, ce soutien psychologique. Mais avant, non, elles se contentaient d'avoir leur famille, leurs amis qui les soutenaient, mais elles n'étaient pas demandeuses, hein, les femmes. Disons que les personnes qui étaient au niveau de l'hôpital n'étaient pas vraiment formées pour ça. Voilà. Formées pour ça, parce qu'il faut dire que chaque cas est un cas. Que chaque cas est un cas. Et comment présenter la chose à ce malade reste très délicat. Moi, j'ai déjà vu une psychologue qui pleurait en annonçant la maladie à la patiente. Elle a pleuré. Oui. Et puis, je peux vous raconter quelque chose aussi, chose qui m'est arrivée. Le jour où je devais faire une reconstruction mammaire au niveau de l'hôpital, il y a une psychologue qui vient vers moi et qui me dit « Pourquoi vous êtes là ?» Alors, je dis que je suis là pour une reconstruction. Elle m'a dit « Non, vous n'avez pas besoin de moi parce que vous êtes là pour de l'esthétique. » Et c'est une chose qui n'est pas acceptable. J'étais là en tant que femme qui avait perdu un sein pendant son parcours, j'étais là pour une reconstruction. Je venais restaurer quelque chose que j'ai perdu en cours de route. Donc, je ne l'ai pas mal pris, je veux dire, parce que ça faisait 13 ans, mon parcours datait de 13 ans. Donc, j'avais... Est-ce qu'on peut revenir justement avec vous, Madame Rarbi, sur comment s'est passé le parcours du cancéreux est souvent décrit comme un parcours du combattant. Est-ce que ça a été un peu votre cas? Vous avez fait une double ablation, c'est ça? Non, non, pas du tout. J'ai fait l'ablation d'un sein. J'ai fait l'ablation d'un sein. Le parcours d'un cancéreux, c'est le parcours d'un combattant. On va en guerre. C'est-à-dire même si on accepte la maladie, les traitements restent très lourds. Hein. Vous avez eu beaucoup de mal à supporter les traitements. J'ai eu beaucoup de mal à supporter mes traitements de chimiothérapie. Mais après, il y a une accalmie. Il faut dire que la radiothérapie n'est pas du tout nocive. Elle n'était pas, pour moi, pour ma part, pas aussi elle n'était pas que la agressive du tout. Donc j'ai vécu ce moment paisiblement. Il faut dire que même pendant ma chimio... Est-ce qu'on peut revenir à l'ablation, s'il vous plaît? Oui. Par rapport à l'ablation, je pense que j'ai accepté ça. Pour quelle raison? Déjà, j'avais des enfants. Donc, c'est quoi un sein? Quand on doit, à côté de ses enfants, c'est quoi un sein à côté d'une vie? Et puis, il faut dire que mon mari a été très présent. Donc, ce sein n'avait vraiment pas d'importance. C'était par contre ma vue par rapport à mon corps qui m'a un petit peu frustrée au début. Mais après, on prend l'habitude. Oui. Vous aviez fait une ablation d'un deuxième sein, une ablation prophylactique, non? Oui, c'est vrai que j'ai fait une ablation prophylactique avec pose de prothèse immédiate. C'était 13 ans après... préventive, voilà. Oui, c'était 13 ans après le cancer. Donc ça, c'était vraiment un traitement préventif, en fin de compte. Hein, un traitement préventif. Et c'est grâce au docteur Abdelwahab que j'ai pu bénéficier de cette ablation prophylactique. Pourquoi? Parce que le professeur Bendib était très réticent en ce temps-là et il ne comprenait pas pourquoi je voulais à tout prix enlever ce sein qui n'était pas malade en fin de compte. Mais moi, ce que je disais à chaque fois, s'il vous plaît, enlevez-moi cette épée de Damoclès que j'ai sur la tête. Je préfère ne pas en avoir que d'avoir un et de le surveiller à chaque fois. Vous aviez besoin d'être tranquille, en fait. J'avais besoin d'être tranquille, mais vous savez, ça ne m'empêche pas de faire mes contrôles. Malgré l'ablation prophylactique avec pose de prothèse, malgré une prothèse, une reconstruction mammaire, mais j'ai toujours fait mes contrôles dans les temps. Et ça, c'est important de le signaler. Après cancer, il ne faut pas oublier ces contrôles, il faut les faire chaque année. Oui, il faut les faire chaque année. Le sérieux est très important. Docteur Abdelwahab, aujourd'hui, on fait toujours beaucoup d'ablations. On arrive quand même à faire quelques chirurgies conservatrices au niveau du CPMC.
C'est une très bonne question. Parce qu'on sait très bien que la sentence, justement, la chirurgie cancer, est inévitable dans le cancer du sein. Justement, quand un cancer arrive assez tôt, c'est la chirurgie. Oui. Parce qu'il y a des patientes qui, en arrivant, disent vous allez m'opérer, on va m'opérer. Quand on leur dit bien sûr, alors elles sont choquées. Elles ont l'impression qu'un cancer qu'on opère, c'est un cancer qui est un cancer dépassé. Or que non. Si on va vers la chirurgie, c'est que le cancer est localisé. Sinon, on irait plutôt vers un traitement général, systémique, qui est la chimiothérapie. Donc, c'est vrai que l'annonce de la mastectomie ou l'annonce de l'ablation, Linda a été très courageuse. Hein. Si tout le monde était... Si toutes les femmes étaient elle a fait une ablation conservatrice. Elle a même demandé à enlever un sein qui était sain. Préventive. Voilà, juste une chirurgie prophylactique. Donc, c'est vrai que en ce moment, on fait quand même de la chirurgie conservatrice. On fait plus de chirurgie conservatrice depuis, on va même dire, depuis une dizaine d'années qu'il y a... qu'en 95, par exemple, où pratiquement toutes les malades arrivaient avec des tumeurs qui faisaient plus de 5 cm. Puis il y a une nouvelle... je veux dire, tout a évolué sur le plan diagnostic, sur le plan thérapeutique. Là, pourquoi on arrive à faire aussi des chirurgies conservatrices pour des tumeurs qui vont jusqu'à 5 cm. Donc, soit on diminue la taille avec une chimio qu'on démarre avant la chirurgie, ou alors il y a une technique chirurgicale qui permet de conserver le sein. C'est une technique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle permet de conserver le sein, surtout lorsque le volume du sein le permet. Parce que parfois, on est obligé d'enlever le sein, même si la tumeur est petite. Parce que une fois qu'on aura enlevé la tumeur, si le sein est petit, il ne restera plus rien. Donc, il restera un moignant. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et en parlant toujours de chirurgie, si on est au stade de dépistage, il faut parler de la chirurgie du creux axillaire. Parce que le cancer du sein, c'est quoi? C'est le sein et le creux axillaire. Et quand une femme arrive très tôt et qu'elle n'a pas de ganglion touché, c'est-à-dire que la maladie n'a pas atteint le tissu mammaire et elle n'a pas évolué vers le creux axillaire, on peut faire ce qu'on appelle un ganglion sentinelle, c'est-à-dire qu'on va enlever le premier ganglion qui risque d'être infiltré et d'infiltrer le reste. Et si on l'enlève, on va diminuer les effets secondaires de la chirurgie. Parce qu'on sait très bien que les femmes souffrent de gros bras, donc le bras risque d'enfler parce qu'on aura enlevé les ganglions. Et là, quand on arrive très tôt, la femme oublie carrément son cancer puisque le traitement ne va pas laisser de séquelles. Oui. Quel est le protocole aujourd'hui de traitement? Alors, je pense que vous avez eu la totale, vous avez eu une ablation, vous avez eu une chimiothérapie, une radiothérapie. J'ai tout fait. Oui. J'ai tout fait. C'est le même protocole pour tout le monde, docteur Abdouhab? Non, pas tout à fait. D'accord. Il n'y a pas un cancer, il y a des cancers. Oui. Voilà. Je veux dire, pour la chirurgie, la chimiothérapie, c'est inévitable. La radiothérapie? Non, la chirurgie est inévitable lorsque la malade arrive Les tôt. autres adjuvants, ça dépend. Mais les autres, non. Par exemple, une femme à qui on a enlevé le sein et qui n'a rien dans le creux axillaire, et ça n'a pas touché les ganglions, on peut faire une chirurgie sans chimiothérapie? Sans chimio et sans radiothérapie aussi. C'est très rare. Donc tout dépend. Si, bien sûr. Là, on est obligé d'avoir une exploration du creux axillaire. Est-ce que la maladie a touché les ganglions? Est-ce qu'elle ne les a pas touchés? Et puis, il y a nous avons des indicateurs, donc des récepteurs, des marqueurs qui nous permettent de dire cette malade, il faut lui faire de la chimio. Celle-ci, il faut lui donner une hormonothérapie. On peut avoir aussi les deux. Donc c'est selon les cas. Oui. Voilà. Madame Relbi, voilà, racontez-nous un peu la panoplie de traitements que vous avez eu. Alors, vous avez été très courageuse, vous avez été soutenue par votre famille, vous me le disiez tout à l'heure, ça a été très important. Néanmoins, vous avez souffert quand même des traitements. J'ai souffert pendant la chimio. Alors, j'ai eu ablation, chimiothérapie, radiothérapie, et puis après, 13 ans après, reconstruction mammaire. Et 7 mois après la reconstruction mammaire, c'était ablation prophylactique avec pose de prothèse immédiate. Oui. Le soutien familial est très important. Le soutien médical, j'ai trouvé beaucoup de soutien aussi au niveau du CPMC. Amina a été très présente, Dr Abdelwahab a été très présente, et il faut dire que même au niveau de la chimiothérapie et de la radiothérapie, ils étaient vraiment à l'écoute. Je n'ai eu aucun problème. Je parle bien de mon parcours. Oui, de absolument. mon parcours. Je n'ai eu aucun problème. J'ai été très courageuse, c'est vrai. Mais j'ai été soutenue aussi. Mon mari m'a énormément soutenue. Donc, je voudrais dire que le rôle du mari est très, très important dans cette maladie et le rôle de la petite famille aussi. De la petite famille, parce qu'en fin de compte... Peut-être qu'on en voit aujourd'hui quand même de plus en plus de maris qui sont impliqués. Oui. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui.
Je parle encore une fois peut-être d'Alger, mais dans l'ensemble, parce qu'il y a quelques années, on parlait quand même de maris qui abandonnaient leurs femmes suite à une maladie pareille, alors qu'aujourd'hui on en voit de moins en moins. C'est par méconnaissance de la maladie. Hein, voilà, aussi, et puis pour eux c'était une maladie honteuse. À la limite, le cancer, on se disait, voilà, elle a un cancer, elle va mourir. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous me disiez que vous aviez votre rouge à lèvres qui était très important pour vous. Oui. Parce que vous ne vouliez pas avoir des regards de pitié sur vous. Oui. Il a été mon compagnon de route aussi, mon rouge à lèvres. Oui. Hein. Donc à chaque fois que je me voyais pâle, à chaque fois que j'étais pas bien, donc mon rouge à lèvres, il était toujours là. Et il était toujours là, que ce soit en chimiothérapie, en radiothérapie, après mon intervention chirurgicale. Ça a été un bon compagnon. Puis elle portait des choses très colorées. Hein. Elle portait des chèches, c'était la mode du chèche. Donc, et puis il y avait aussi autre chose. Je pense que j'ai accepté la maladie une fois que j'avais mis un nom dessus. Je ne disais pas Hadak al-Mard. Quand on me posait la question, vous avez quoi? J'ai un cancer. Pourquoi vous portez un foulard, un turban? Je porte un turban, c'est parce que j'ai pas de cheveux. C'est parce que j'ai pas de cheveux. Donc je disais les choses franchement. Et ça m'a beaucoup aidée. Et je voudrais aussi mettre l'accent sur quelque chose. Par rapport aux enfants. Très souvent, les mamans ne savent pas comment devoir se comporter devant leurs enfants quand elles ont un cancer. Pour ma part, j'ai tenu à informer les enfants, mais avec des mots d'enfant, pour ne pas qu'ils l'apprennent de la part de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important pour qu'il n'y ait pas d'impact psychologique sur eux. Oui. Je voulais vous poser une question rapidement. Alors, vous avez subi quand même une ablation. Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie de couple? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses ou pas, finalement? Ça n'a absolument rien changé, mais il y a une chose qui a changé, il était beaucoup plus à l'écoute. Oui. Beaucoup plus à l'écoute, voilà. Et ça, c'est très important, le dialogue. Oui, docteur Abdouheb, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on termine sur peut-être cet aspect très important de soutien familial. Il est très important aujourd'hui. Est-ce que vous voyez de plus en plus de maris ou de familles qui sont impliqués? Est-ce que le regard qu'on a sur cette maladie a changé au fil des années? Oui, je pense que ça a changé. Bon, on parle d'Alger, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est vrai que les gens sont plus informés via les réseaux sociaux, donc via tout ce qu'ils apprennent. Mais moi, quand je reçois une femme et qu'elle est accompagnée de son époux, je demande à ce que l'époux rentre. Moi, je pense qu'il faut impliquer les maris dans dans l'explication des différentes étapes. Une fois que le mari est informé et qu'il il apprend à connaître la maladie, eh ben, il ne va pas laisser tomber sa femme parce qu'il sait qu'on se relève, surtout quand c'est un cancer qui a été diagnostiqué tôt. Et je disais tout à l'heure, je discutais avec une amie, je lui dis non seulement les femmes peuvent survivre à leur cancer, mais elles peuvent aussi donner la vie après un cancer. Donc une jeune femme qui fait un cancer peut avoir des enfants et le plus normalement du monde. Et parfois les maris ne le savent pas, donc il y a des maris qui sont jeunes. Des a priori. Voilà, des a priori. Oui. Et Linda est cette note d'espoir qu'on laissera justement absolument. gardera. Elle est venue pour ça d'ailleurs, hein. C'est pour donner ce message d'espoir. Docteur Mejdel, on termine avec vous. Est-ce qu'on parle aujourd'hui de guérison lorsqu'on parle de cancer? Nous pouvons parler aujourd'hui de guérison lorsque le cancer est pris en charge au stade in situ particulièrement, lorsque la prise en charge est très précoce, et lorsque la patiente est prise en charge de façon adéquate au bon moment. Oui, la patiente peut être définitivement guérie de son cancer du sein. Oui. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Peut-être une dernière question, je suis un peu gourmande. Qu'est-ce qui a changé en vous, en une minute? Qu'est-ce qui a changé en vous après le cancer? Après le cancer, c'est une autre vie. Oui. On n'accorde plus d'importance aux futilités et puis on vit sa vie. Absolument. Merci beaucoup pour ce beau message. Après le cancer, une autre vie. On termine avec ça. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu vous éclairer au sujet du dépistage, du diagnostic précoce et de l'importance justement de la prévention dans cette maladie. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h également. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.